suis amenée à rencontrer beaucoup de ces personnes dans le cadre de mon activité professionnelle. J'ai une formation particulière, donc je suis psychologue, cognitiviste, et donc je suis amenée dans ce cadre-là à faire passer beaucoup de tests. Donc pour reconnaître les surdoués, on fait passer en général des tests cognitifs. Alors je ne fais pas que ça, hein, je fais passer des tests, mais je les explique aussi, et j'explique les implications de ceci. Comment traiter le sujet? Alors, lorsque je devais construire, quand j'ai commencé à vouloir construire cette intervention, j'étais un petit peu embêtée au départ, parce que je ne savais pas trop comment le faire, parce qu'on peut en parler de différentes façons, si l'on est surdoué ou pas, selon la formation que l'on a, selon l'expérience aussi que l'on a, ou même la spécialisation dans la formation. Donc, je suis psychologue cognitiviste, donc je vais en parler d'une certaine façon, une autre psychologue en parlerait peut-être autrement. J'étais embêtée aussi parce que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Je parle de ce que j'entends ou alors je prends les bouquins et je fais un petit résumé de tout ce qui se dit sur la surdouance. Et donc de faire quelque chose de plus théorique. Et j'ai fait le choix plutôt d'en parler en fonction de mon expérience. Alors l'orientation que j'ai prise, c'est donc de décrire cette particularité avec le regard d'une psychologue cognitiviste. Je vais expliquer rapidement ce que c'est, parce que ça a un intérêt important pour comprendre ce que c'est la surdouance, puisque à la base c'est une particularité cognitive, même si on parle beaucoup d'aspects émotionnels, hypersensibilité, etc. D'accord? Mais à la base, c'est une particularité cognitive. Alors, je voulais juste indiquer que j'ai joint cognitiviste à mon titre de psychologue pour bien indiquer que je ne suis pas thérapeute, mais que j'ai une formation particulière dans ce domaine-là et qui m'amène à recevoir des personnes par rapport à ces problématiques et les aspects les concernant. Alors, la psychologie cognitive, c'est une discipline qui est peu connue du grand public, peut-être pas pour les personnes qui sont surdouées. C'est une branche de la psychologie, de manière générale, qui étudie les grandes fonctions mentales, la perception, la mémoire, la résolution de problèmes, l'attention, la concentration, etc. C'est une discipline de recherche à la base. Et donc, cette discipline de recherche a des applications dans de nombreux domaines, dans le domaine de l'orthophonie, dans le domaine scolaire ou encore dans le domaine thérapeutique. Plus précisément, et c'est pour cela que c'est intéressant pour comprendre la surdouance, c'est une spécialité qui tente de décrire comment les individus perçoivent, comment ils dirigent leur attention, comment ils gèrent leur interaction avec l'environnement, comment ils apprennent, comment ils comprennent, comment ils parviennent à réutiliser l'information qu'ils ont intégrée à long terme et comment ils transfèrent leurs connaissances d'une situation à une autre. Et donc, c'est dans tous ces aspects qu'une personne surdouée diffère d'une autre. Alors, je vais utiliser le terme surdoué, c'est peut-être dérangeant, mais en même temps, quand quelque chose dérange, plus on l'emploie et moins ça dérange. Alors, je l'utilise aussi, je me permets de l'utiliser parce que je ne le suis pas, donc ça passe mieux. Si je l'étais, peut-être que ça dérangerait beaucoup de personnes. Mais je ne le suis pas, donc je vais l'utiliser. Juste, voilà. Alors, surdouance. L'idée générale, quelle est-elle? Je prends la feuille, je suis stressée, hein, vous avez vu? Alors, surdouance. Quand on parle de surdouance, qu'est-ce qui se dégage? Eh bien, c'est l'idée qu'on a un fonctionnement différent. OK? On ne sait pas ce que ça veut dire. On pense à penser en arborescence. On voit à peu près. Une idée, tac, qui active plein d'autres. On voit à peu près. On pense à être plus précis dans les explications. Là, pareil, on comprend. Être plus rapide. Tout le monde comprend aussi. Maintenant, la question, c'est mais rapide jusqu'à quel point? Précis jusqu'à quel point? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, les tests permettent justement de mettre en évidence ce degré. Et c'est pour ça que c'est important, c'est un référentiel. Ça permet de mettre en évidence, pas une différence, mais un décalage, vraiment. Et les personnes surdouées ne se rendent pas compte de leur décalage. Et c'est pour ça qu'ils sont peu compris ou qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne sont pas compris. Donc on verra ça tout à l'heure. Alors, j'ai une question pour vous. Quelle est la raison de votre présence? Plusieurs possibilités. Vous êtes concernés, donc j'en connais quelques-uns.
Vous êtes concerné, peut-être qu'il y a des personnes de votre entourage qui sont concernées par curiosité. Envie de comprendre ce paradoxe souffrance-surdouance. Parce que ça dérange un peu aussi, ça interpelle, ou alors parce que la fiche est super. C'est vrai, hein, elle est vachement bien. Alors, pour quelle raison? Ouais. Est-ce que beaucoup de personnes sont là par curiosité, parce qu'ils ne comprennent pas justement pourquoi on parle de ces personnes? Levez la main. Ouais. Avez-vous des attentes particulières? Alors, je voulais vous poser cette question pour vous faire participer. En même temps, j'aimerais bien que vous me disiez non, parce que je serais sinon mal. Alors, une question maintenant me concernant. Pourquoi j'ai accepté de faire cette conférence? Alors, je vous expliquerai tout à l'heure que j'ai regretté beaucoup, justement parce que c'est hyper stressant. J'aime bien faire ça dans le cadre d'un cabinet, mais faire ça devant des gens, j'aime pas trop. Mais alors, si j'ai souhaité participer à cette conférence, c'est parce que, d'abord, c'est un petit peu ma formation de donner de l'information dans le domaine de la psychologie, et notamment sur les tests. Mais en même temps, c'est ce que je fais dans le cadre de mon cabinet, donc bon, ce n'est pas la seule raison. L'autre raison, c'est surtout parce que je vois trop de personnes qui ont énormément de qualités, beaucoup d'intelligence, de sensibilité et simultanément beaucoup de souffrance, de rejet ou un mal-être simplement. Et qu'il était important de faire de l'information sur le sujet. Pour les enfants, je le fais systématiquement. Dès que je vois un enfant, j'envoie des courriers aux écoles pour expliquer ce que c'est. Pour leur dire, voilà, cet enfant a des particularités. Je ne dis pas qu'il a un QI de temps, parce que bien évidemment, là, ça pose problème. Vous allez voir pourquoi. Donc, j'explique ce que ça veut dire et pourquoi il faut faire attention, parce qu'il pourrait y se passer certaines choses. D'accord, hein, je ne dramatise surtout pas. Simplement, je dis que des fois, on finit par s'ennuyer, ne plus apprendre, etc. Enfin, voilà. Pour les adultes, je me vois mal envoyer des courriers aux patrons ou aux amis, mais c'est toujours difficile d'en parler. Mais bon, je peux le faire hein, si certains le veulent. Et puis, il y a autre chose, c'est que la participation à cette conférence me tenait à cœur parce que c'est important d'aider les personnes à comprendre qui elles sont et surtout de s'autoriser à être elles-mêmes. Parce que la plupart des personnes que je vois, avec toutes les qualités qu'elles ont, toutes eh bien, ne s'autorisent pas à faire des choses, ont tellement fait comme on leur a dit de faire, ne sont pas elles-mêmes. Et au moment où ils apprennent qu'ils ont ces caractéristiques de surdoués, ça dérange, hein, ces caractéristiques, eh bien, s'autorisent à être elles-mêmes. Donc après, bien évidemment, on ne peut pas agir en étant complètement soi-même, parce que sinon, on sera toujours considéré comme prétentieux, etc., etc. Parce que quand même, être surdoué, c'est quelque chose. Hein. Mais en même temps, on va voir qu'il y a le revers de la médaille. Alors, avant de débuter, je voudrais quand même rappeler que je n'ai aucun lien avec Mensa. C'est vraiment très, très important de le dire. Je suis une psychologue indépendante. On m'a demandé de participer à cette conférence. Je donne le nom de l'association parce qu'il y a des personnes qui ont besoin de rencontrer d'autres personnes qui leur ressemblent en partie par rapport à certaines caractéristiques. Mais bien évidemment, toutes les personnes qui ont des caractéristiques de surdouance ne se ressemblent pas. Et puis après, je ne sais pas ce qui s'y passe. C'est peut-être complètement nul, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Les seuls liens que j'ai eus, c'est avec Anaïs, donc la personne qui a parlé, 3 fois, mais je ne la connais pas. Ce n'est pas une copine, voilà. Donc alors maintenant, donc, je donne le nom de Mensa, et puis il est arrivé que justement Anaïs Roelles donne mon nom. Alors je suppose que c'est parce qu'elle pense que je suis compétente ou simplement sympa. Et ça, c'est pareil, je ne sais pas. Ou elle avait personne d'autre de disponible. Ouais, parce que... Merci. Ok. Alors, on en vient à l'objectif. Donc ça y est, je me sens un petit peu mieux là, parce que c'est quand même plus cool. Alors, l'objectif de l'intervention, c'est d'apporter un autre regard sur la surdouance. Donc, l'idée, c'est d'expliquer aux surdoués, c'est pas d'expliquer aux surdoués qui ils sont, ils le savent normalement, mais c'est d'expliquer aux non-surdoués
qui sont les surdoués pour mieux les comprendre. Sauf qu'il y a beaucoup de surdoués dans la salle. Donc soit ils n'ont pas compris réellement, soit c'est moi qui ai mal expliqué, parce qu'en même temps, quand on est surdoué, on comprend tout. En même temps, c'est ce que l'on croit. En même temps, j'ai peut-être mal expliqué aussi certaines choses. Donc, celles qui sont venues me voir, que j'ai vues dernièrement, peut-être qu'elles vont s'ennuyer parce que je vais redire les mêmes choses. Donc, c'est un petit peu embêtant. Alors, concernant les informations qui vont être données dans cette intervention, lors de cette information, alors vous avez vu, je n'ai pas mis conférence parce que ça fait un peu pompeux, tout ça. Donc, voilà. Donc, intervention, j'ai fait des choix. Certains vont être frustrés. Les surdoués surtout, parce que vous savez, le tout ou rien, besoin d'exhaustivité, tout ça. Donc je pourrais en parler pendant des heures, c'est un sujet passionnant. Mais en même temps, j'ai fait des choix, j'ai ciblé ce qui me paraissait important par rapport à ma formation. D'accord ? Donc bien évidemment, une autre psychologue n'en parlerait pas du tout de la même façon. Je vais évoquer ce que j'entends donc en consultation de la part de ces personnes, les raisons pour lesquelles elles viennent me voir, ce que je leur donne comme information. Et puis, dans un deuxième temps, je vais insister sur les aspects cognitifs, en parlant particulièrement des tests, montrer l'intérêt, ce que ça apporte comme information. D'accord ? Donc, parce que quand on parle de surdoué, on voit un QI. Or, on va bien voir, une personne surdouée, c'est une personne qui a vraiment des caractéristiques bien particulières. Le but, c'est aussi de démystifier ce test, parce que ce fameux test de QI, un surdoué n'est résumé qu'à un chiffre. Donc, quand on demande t'es surdoué, ah ouais, t'as combien? Voilà. Et donc, vraiment de dépasser cette idée-là. Je regarde ce qu'il y a après. Alors, je vais juste indiquer l'intérêt des tests dans le domaine de la surdouance, parce qu'ils donnent un référentiel. La plupart des personnes voient bien qu'ils vont un petit peu plus vite, mais la plupart ne savent pas jusqu'à quel point. Et le test, c'est vraiment une mesure. Et souvent, les personnes ne se rendent pas compte, ils savent bien, mais de voir autant, eh bien, ça fait comme un choc. Et ils se rendent compte aussi pourquoi ils sont souvent mis de côté ou qualifiés de prétentieux ou de « toi, tu ne comprends pas », etc. Donc, ça donne vraiment un référentiel. Donc, j'en reparlerai tout à l'heure. Alors, l'objectif de la conférence, c'est quand même de balayer tous ces aspects-là. Donc, je vais en parler. Je vais parler de certains aspects. Et puis, donc, Catherine parlera. Voilà. Alors, j'ai indiqué que j'allais parler de la surdouance d'une certaine manière, donc en insistant sur les aspects caractéristiques. Je vais quand même donner les autres aspects, parce que sinon, il y aurait une certaine frustration. Donc, alors, quand on parle de surdouance, eh bien, des surdoués, donc, on indique qu'ils ont souvent un cerveau qui tourne en permanence, des questionnements sans limite, une incapacité à trouver le bouton « off ». Donc, il y a l'hypersensibilité, le fait de prendre les choses avec intensité et durabilité. Enfin, voilà, c'est vraiment prendre les choses très, très à cœur. Une hyperstimulabilité, hyperstimulabilité, le fait de ressentir ou de percevoir des choses, quelle que soit l'entrée sensorielle d'une manière plus fine, donc de voir des choses que d'autres ne voient pas, d'entendre des choses que d'autres ne voient pas, de faire plusieurs choses. J'ai dit quoi? C'est pas... bien, c'est parfait. Bah alors arrêtez de rigoler. Ouais. Et personne n'a entendu ça. Bon, zut alors. Faire plusieurs choses à la fois, c'est génial ça. Ce que je ne peux pas faire. Des grandes capacités d'observation, etc. Il y a aussi des intérêts très variés. On se dit, waouh, super chouette. Un humour très particulier. Je rigole en général quand on me dit ça. Grand sens de la justice, idéalisme, bon, tout ça on retrouve dans les bouquins, d'accord? Grande capacité de raisonnement, résolution de problèmes, rapidité d'apprentissage, génial. Donc la question qu'on peut se poser, c'est au fait, pourquoi parler de ces personnes? Moi j'ai sauté un... Pourquoi parler de ces personnes? Ce sont des personnes qui réussissent normalement tout
Ils ont des capacités d'observation, des capacités à apprendre hyper vite. On ne va pas les plaindre non plus. Le problème, c'est qu'ils ne réussissent pas tout. Alors, pour différentes raisons. Et puis aussi, ils souffrent. Alors, attention, ils souffrent, ou il y a un mal-être, ou bon, bref. Mais vous me direz, bah oui, mais tout le monde souffre. Oui, mais en général, on sait pourquoi. Quand on souffre, c'est parce qu'il y a un deuil, par exemple, ou une incompréhension avec des amis, ou, je ne sais pas, il y a plein de raisons, mais on sait pourquoi. Donc, on va chercher de l'aide. Par contre, dans le cas d'un surdoué qui a un mal-être et qui ne sait pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent, ils vont de psy en psy, ils vont voir des amis, ils vont demander, etc. Ou simplement, ils prennent plein de bouquins, surtout. En général, ils ont fait toute la collection de psychologie pour essayer de comprendre pourquoi il y a un truc, là, une douleur qui fait qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors, et c'est ce qu'évoquent effectivement les titres des livres, hein. C'est trop intelligent pour être heureux. Donc en fait, a priori, quand on réfléchit trop, il y a quelque chose qui, je sais pas, qui amène je sais pas, des questionnements dérangeants peut-être. Il y a notre ouvrage qui s'appelle « Différences et souffrances de l'adulte surdoué ». Bon, et puis, vous avez déjà entendu parler, il ne vaut mieux pas être trop intelligent non plus à l'école, hein, le syndrome de l'intello en 4e. Hein, on fait tout parfois pour être pas trop bon, sinon on est rejeté. Alors, comment peut-on le comprendre, ce mal-être? Est-ce que ce ne serait pas en partie en raison d'une différence, d'un décalage dans la compréhension des situations ou des ressentis? Je vais vous donner un exemple. Deux personnes qui ont parfois, qui ne se comprennent pas, c'est parce qu'elles ne perçoivent pas les choses de la même façon. Elles n'ont pas les mêmes connaissances, elles n'ont pas la même personnalité, elles n'ont pas le même parcours, et donc il y a incompréhension. Dans le cas d'une personne surdouée, est-ce que ce n'est pas encore davantage le cas, puisqu'on disait qu'il y avait un décalage dans la manière de percevoir les choses. Donc, a priori, ça peut être encore plus déstabilisant, d'autant plus quand on ne sait pas qu'on a une manière de penser différente. Alors, l'idée d'être surdoué pour permettre de mieux réussir peut se tenir, parce que grande capacité d'observation, de raisonnement, etc., donc c'est très très bien. Par contre, l'idée que cela peut rendre plus heureux, j'ai du mal à faire deux choses à la fois, alors l'idée d'être plus heureux, par contre, ben, là, c'est un questionnement. Sinon, ben, pourquoi viendrait-il consulter? Alors, je vous ai donné un exemple, deux personnes qui ne se comprennent pas. Bon, ben, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer de comprendre. On va remettre un petit peu en cause les autres, c'est ce qu'on fait d'abord, puis on va se remettre en cause. Donc voilà. Dans le cas des personnes surdouées, elles vont faire la même chose. Mais quand c'est répété, quand il y a des incompréhensions, eh bien, ça amène à des questionnements encore plus profonds sur soi. Donc on se dit bien les autres, oh là là, n'importe quoi, mais quand on vous dit, mais qu'est-ce que tu racontes, 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 on finit par se dire, mais j'ai un problème. Et donc on va voir un psychiatre ou un psychologue où on cherche. Les conséquences d'un sentiment de différence, du coup, c'est le rejet. Donc, si on ne comprend pas la personne et à un moment donné, bon, on la met un peu de côté. Il y a une baisse de confiance. On se dit, ben, j'ai un problème ou je suis peut-être idiote, ce qui est très fréquent. Hein, on finit par se dire qu'on est un peu gourde ou voilà. Et puis, il y a des questionnements aussi sur la santé mentale, très souvent. Alors, les éléments qui reviennent souvent. J'ai fait ça hier soir, j'ai repris les dossiers. Alors, en général, on vient me voir parce que, le déclencheur, c'est une piste qui a été vue dans un livre, donc sur la surdouance. Donc, et les personnes me parlent d'un sentiment de décalage et ils cherchent une réponse à un mal-être. C'est vraiment l'objet de la consultation. Alors, jamais ils viennent me dire « je pense que je suis hyper intelligent et j'aimerais bien que vous me le montriez ». Jamais. Donc, sentiment de décalage, ils cherchent une réponse à un mal-être. Et voilà ce qui est récurrent. Ils ont toujours l'impression de s'adapter, ils ont peur de décevoir, ils ont une confiance qui est faible. Ils ont des problèmes pour se faire des amis, ils ont toujours eu des problèmes d'intégration, mais ils ne savent pas pourquoi et ça les rend vraiment mal. On leur a
on leur a renvoyé beaucoup, tu penses trop, t'es bizarre, t'es prétentieux, ils ne sont jamais satisfaits, ils pensent qu'ils ne font jamais bien, que ce n'est jamais à la hauteur de ce qu'il faudrait faire. Ils sont toujours en recherche de sens, ils ne savent pas qui ils sont, ils se lassent vite, ils s'ennuient vite, ils ne sont jamais sur l'instant. Souvent aussi, pendant les études en secondaire, c'est toujours limite. Ou alors c'est la catastrophe ou les redoublements, enfin ça c'est très très souvent. Et puis ce besoin d'être utile. Et puis beaucoup aussi ont des états dépressifs, d'où parfois des erreurs de diagnostic. Alors on passe maintenant à ce mot, surdoué. Qu'est-ce qu'il évoque? Être surdoué, c'est avoir un QI supérieur. Donc, c'est être mieux, être plus intelligent. Et quand on ne peut pas s'empêcher de le faire. Et même après avoir expliqué, ça reste. Quand on a un QI supérieur, on est mieux. Comme on est formaté comme ça aussi. Quand on a plus d'argent, on est mieux, on a mieux réussi, forcément. Alors qu'il y a plusieurs... C'est en général l'idée que l'on en a. Quand on a plus, on est sur, sur, plus. Ça veut dire qu'on est mieux. C'est ancré. Le but, justement, de la conférence, c'est d'essayer de désancrer. Ça se dit ? Et c'est un de nos problèmes, c'est qu'on a des schémas de pensée. QI supérieur égale mieux, surdoué égale mieux. Est-ce qu'ils sont mieux? Mais si c'était vraiment mieux, moi, je devrais me sentir vraiment très mal, vraiment très très mal avec ces personnes-là. Je devrais vraiment, je ne ferais pas ce métier-là. Parce que de voir des personnes, enfin je ne vous dis pas, quand je les vois faire, je suis impressionnée, mais je ne le montre pas toujours, ou un peu, mais quand même. Mais non, elles ne sont pas mieux, ce n'est pas un jugement de valeur, elles ont des particularités qui sont vraiment très intéressantes, mais à côté de ça, elles ont aussi plein de failles, plein de faiblesses, et puis il y a des personnes qui ne sont vraiment pas intéressantes, même si elles sont surdouées. Mais pas celles que j'ai vues en tout cas, elles étaient toutes super. Ou alors, je leur dirais... Alors, donc, ce mot est problématique. Et justement, beaucoup de surdoués ont failli ne pas acheter les livres à cause de ce mot. Parce que quand il y a surdoué, on ne peut pas acheter un livre où c'est marqué surdoué. Comment se penser surdoué? Justement parce que ce mot évoque cette idée de plus. Or, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que j'ai fait des trucs super? Parce que surdoué, on verra, effectivement, surdoué, c'est vraiment être super, tout réussir, avoir un super boulot et puis comprendre mieux que tout le monde. Et pourtant, ce n'est pas le cas. D'où ces noms précoces, par exemple, pour les enfants. C'est plus acceptable de dire qu'un enfant est précoce et pourtant, c'est pas précoce veut dire qu'on ne va pas le rester, on va devenir comme les autres. C'est pas, voilà, mais c'est plus acceptable. Et c'est le mot que j'utilise aussi pour les enfants. On utilise aussi au potentiel intellectuel. Maintenant, je ne sais pas si ça convient ou pas, mais bon, on l'utilise aussi. Et puis le mot zèbre, c'est une des psychologues connues dans le domaine qui a fait le parallèle avec cet animal. Ses arguments, c'est le seul équidé que l'homme ne peut pas domestiquer. Donc on sait le problème des surdoués avec l'autorité. C'est un animal atypique. Donc ça, effectivement, on va le voir. C'est vraiment quelque chose de différent. Enfin, des particularités différentes. Chaque zèbre est unique. Deux personnes surdouées n'ont pas les mêmes caractéristiques. D'abord intellectuelles, mais aussi personnalité, parcours, expérience. Une personne surdouée n'est pas que un QI. C'est aussi plein de choses. Ces rayures lui permettent de se fondre dans le paysage. Tout à l'heure, je vous disais que les personnes s'adaptaient, se suradaptaient même parfois, justement. Les personnes surdouées, pour avoir des amis, s'intégrer, ont l'habitude justement de se mouler, de se fondre. Comme a priori le zèbre. Et puis les rayures font penser aux coups de griffe de la vie qui laissent des traces, parce qu'on disait tout à l'heure que les surdoués ont une tendance à prendre les choses avec beaucoup d'intensité. Une petite réflexion anodine peut être prise avec, de manière inadaptée par rapport à une personne normale. Je dis ça parce que pour moi, normal, c'est pas un gros mot. Donc, je ne sais pas, par exemple, un film va me toucher ou un événement va me toucher, mais une personne surdouée, ça va lui faire du mal.
vraiment, quelque chose de vraiment beaucoup plus intense. Alors j'en parle comme si je l'étais, c'est incroyable, c'est parce que je l'entends. Mais voilà. Alors, de cette idée, qu'est-ce qu'il en découle? Donc l'idée, c'était, je vous le rappelle, parce qu'en général, les surdoués oublient le contexte, c'était QI supérieur égale mieux. Donc qu'est-ce qui en découle? Eh bien, ah non, ça c'est après. Ce qui en découle, c'est quand il y a l'idée que quelqu'un est mieux, eh bien, on va faire tout pour qu'elle se sente moins. Pourquoi? Pour protéger son estime. Quand une personne est mieux que nous, ça nous dérange quelque part. Donc, on va essayer de faire en sorte de voir peut-être le moins, ou alors de le montrer, mais ce n'est pas forcément fait consciemment. C'est juste quelque chose de normal. Quand on se sent moins, eh bien, il faut qu'on retrouve une certaine valeur pour pouvoir de nouveau faire des choses, etc. Alors, beaucoup d'exemples peuvent être donnés. Et beaucoup de ces personnes surdouées vivent cela sans le comprendre. Ils ne comprennent pas. On leur demande de faire des choses, elles le font bien. Et pourtant, on leur renvoie une certaine animosité ou quelque chose de négatif. Je ne sais pas, quand vous êtes dans une entreprise et que vous avez des super projets, que vous faites gagner énormément d'argent à une entreprise, c'est génial. Pourquoi on vous rejette alors? Si vous allez trop vite, ça dérange les autres. Ça voudrait dire que les autres devraient aller aussi vite. Et puis, de même, si vous allez plus vite que le patron, ça ne peut pas passer. Et pourtant, si vous faites gagner de l'argent à l'entreprise, c'est très bien. Non, on ne peut pas. Du coup, parce que justement, il y a cette idée, l'autre est mieux que moi, j'aime pas, donc il ne faut pas, donc je vais le rejeter, tant pis, je gagnerai moins d'argent. Alors, il y a plein d'exemples en entreprise, mais il y en a d'autres aussi pour les enfants. Si vous dites, mon enfant est précoce, à un ami ou à la famille, eh bien, inconsciemment, il y a l'idée, ouais, mais le mien est moins bien. Donc forcément, on va essayer de se dire, oui, mais c'est bien, il réussit à l'école, mais ça va peut-être pas durer. Ou alors, oui, bon, il est bon à l'école, mais peut-être que, t'as vu, en sport, il est complètement nul. Vous voyez, on ne peut pas s'empêcher de rendre le moins. Et ça, je le vois tous les jours avec les enseignants. Lorsque je dis, par exemple, lorsque j'informe de la précocité d'un enfant, on me dit, oui, mais bon, s'il est précoce, ils sont tous précoces dans ma classe. Et ça, c'est récurrent. Donc, on a vraiment du mal à accepter cette idée qu'il y a un mieux. Donc, cette différence et ce mieux, il y a un jugement de valeur. Alors que c'est une différence, c'est comme ça. Il ne faut pas le nier, c'est comme ça. Mais bon, il faut déjà l'accepter. Pour les enfants et en groupe. Alors, les personnes qui pensent autrement, on va les regarder bizarrement, on va se dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Qu'est-ce qu'il raconte? Donc on finit par faire quoi? Se taire. Alors, la conséquence, c'est que, on va faire comme les autres. On va se taire, ou alors on va écouter ce qui se passe, et puis on va aussi s'intéresser à des choses qui ne nous intéressent pas, pour justement être en groupe, être dans le groupe, être accepté par le groupe, pour être normal. C'est une notion qui revient très souvent, c'est la notion de faux self, c'est-à-dire de faire comme il faut faire pour être comme les autres. Et c'est pour cela que c'est très important de dépister les enfants précoces, justement pour éviter justement qu'ils se moulent de trop, qu'ils s'adaptent de trop, et être vraiment eux-mêmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils pourront être eux-mêmes tout le temps. Simplement, ils sauront que s'ils font ça, c'est pour ça. Et du coup, ils sauront qui ils sont quand même. Alors, je vais vous expliquer, à partir d'une petite expérience que l'on fait en psychologie, cette difficulté à assumer une idée qui est évidente. Mais avec le poids du groupe, eh bien, parfois, on peut être amené à faire autrement. Alors, je voulais vous la faire, mais en même temps, c'est trop long. Je vais vous l'expliquer, puis ça n'aurait pas marché de toute façon parce que c'est trop intelligent. Mais ça permet de faire un parallèle avec ce qui se passe. Et cette idée qu'à un moment donné, je pense quelque chose, puis il y a un moment donné, je me rends compte que peut-être que je me trompe. Je suis sûre que non, mais
tout le monde me dit que je me trompe. Alors, c'est que je me trompe. C'est une expérience très connue qui s'appelle l'expérience de H. Alors, je vous lis. Donc, cette expérience, H invite un groupe d'étudiants à participer à un prétendu test de vision auquel avaient auparavant été soumis des sujets témoins qui n'eurent aucun mal à donner toujours la bonne réponse. Donc, le but, c'est d'abord de voir si ça marche bien. Donc, en regardant cette image, vous voyez bien, il faut juger quelle est la ligne qui correspond à celle de... Alors, j'ai du mal avec ma droite et ma gauche. Quelle est la ligne qui correspond exactement à celle de gauche? Tout le monde le voit, ça se voit. Donc, ça a été vérifié, il a demandé à des étudiants de le faire, etc. etc. Bon. Ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a soumis cette expérience à un groupe de sujets. L'expérience a fait pour objet d'observer comment un étudiant allait réagir au comportement des autres. Il y avait les complices et les sujets, et donc ils étaient assis dans une pièce, et on leur demandait de juger la longueur de plusieurs lignes tracées sur une série d'affiches, donc comme celle-ci, à gauche une ligne modèle, et à droite 3 autres lignes. Chacun devait dire laquelle de ces 3 lignes sur la droite était égale à la ligne modèle de gauche. Ok? C'est clair? Avant que l'expérience ne commence, l'expérimentateur avait donné des instructions à ses complices. Au début, ils donnaient la bonne réponse, mais lors du 3e essai, ils donnèrent unanimement la même fausse réponse. Le sujet naïf était l'avant-dernier à répondre. H mit en avant que celui-ci fut surpris des réponses énoncées par ses acolytes, ce qui est normal, ou alors il a un problème. Au fur et à mesure des essais, il devint de plus en plus hésitant quant à ses propres réponses. Les choses sont évidentes. Pourquoi il hésite? Les résultats de cette expérience. Alors évidemment, qu'est-ce que vous auriez fait? Évidemment, vous auriez dit que c'était la C. Ouais, moi je l'ai faite, l'expérience, quand j'étais étudiante. Et j'ai une amie aussi qui a fait cette expérience aussi. Je ne sais pas si elle a suivi le groupe ou pas. Mais il y a 36% des personnes qui finissent par se conformer aux mauvaises réponses soutenues à l'unanimité par les complices. Les sujets étaient amenés à soutenir des réponses allant contre l'évidence et leur propre vue. Puis, pour, par exemple, affirmer que les 2 lignes avaient la même longueur, alors que l'écart était très visible, l'écart est de 5 cm. Est-ce que ce n'est pas un petit peu cela qui se passe? Mais en même temps, c'est qu'on finit vraiment par se demander si on voit bien, si on n'a pas vraiment un problème. Donc, il y a toute une partie des personnes, alors celles qui disent non, alors on ne va pas dire que ce sont des rebelles, mais c'est des personnes qui ont aussi une personnalité, etc. Mais il y a le fait aussi qu'à un moment donné, quand on voit des personnes, qui vont toutes dans le même sens, on finit par se dire, mais peut-être qu'effectivement, je ne vois pas bien, quoi. Et c'est peut-être ce qui se passe aussi, à force de l'entendre et de le répéter. Pour résumer, c'est un sujet qui est souvent difficile à aborder, car dès qu'on parle de surdouance, on pense à plus intelligent qu'eux, mieux, tout court. C'est comme un jugement de valeur. On n'en parle donc pas. Et c'est le problème. Et du coup, beaucoup de personnes, alors, souffrent, se sentent mal, ne savent pas pourquoi. Ils ont un truc qui... Je sais pas. Dès lors que l'autre est plus, eh bien on va tout faire pour qu'ils se sentent un petit peu moins. C'est quelque chose de normal, c'est quelque chose que l'on fait pour se protéger. C'est l'estime de soi. Donc si on voit que l'autre est plus, eh bien on va faire quelque chose de mieux pour se sentir quand même à la hauteur. C'est une réaction normale. Malheureusement, ça marche très bien chez les personnes surdouées. Pourquoi? Comment expliquer que ces personnes, si, alors quand je mets si, c'est parce que je le pense, parce qu'il y a plein de... Voilà, ils raisonnent bien, ils devraient comprendre pourquoi ça marche bien. Ils ne voient pas le jeu de l'autre qui le rejette parce que... non, parce que justement, il ne sait pas pourquoi. Ils ont une confiance faible. Alors, en partie
à cause du rejet, mais pour d'autres raisons aussi. Il y a une caractéristique chez les surdoués, c'est de voir ses failles, c'est que c'est jamais bien, il y a toujours, il voit toujours le négatif, etc. Donc il y a aussi tout ça qui rentre en jeu. Mais entre autres, c'est aussi le rejet de l'autre, l'autre qui vous dit « mais tu comprends rien, mais qu'est-ce que c'est ça ?» et donc amène à se sentir donc peut-être moins, ou en tout cas perdre confiance. Alors, avez-vous changé votre regard? On va faire une petite expérience, mais seulement en imagination. J'en ai parlé avec des personnes pour savoir si je pouvais le faire ou pas. Si par exemple, je demandais aux personnes surdouées de se lever, le ferait-elle? Donc c'est une question pour les non-surdoués ou qui ne le savent pas. Pensez-y, réfléchissez. Ce serait intéressant en fait de le noter pour voir justement. Mais en même temps, je connais déjà la réponse. Enfin, je crois. Enfin, en même temps, je ne sais pas tout, mais parce que je vous disais, il y a des idées très ancrées. Bon, alors, est-ce que ces personnes se lèveraient? Non, c'est pas ça que je disais. Pour les non-surdoués, si elles se levaient, qu'est-ce qu'elles penseraient de ces personnes? C'est ça que j'ai dit? Je ne sais plus. Ouais. Non, c'est pas ça. Non, non, en fait, c'est pas ça. Comme quoi, hein, j'arrive à réfléchir aussi en même temps. Donc, si par exemple, je demandais aux personnes surdouées de se lever, qu'est-ce que les personnes non surdouées penseraient? C'est plus clair. Mais pourquoi vous ne me le dites pas? Personne ne me remet jamais en question. Alors, qu'est-ce qu'elles penseraient des personnes, de ces personnes? Moi, j'ai entendu. Bon, bref. Ça aurait été intéressant de le faire, justement, de voir, mais en même temps, même si j'ai expliqué certaines choses, eh bien, il y a toujours ces schémas de pensée qui restent et qui sont ancrés. Et on ne peut pas s'empêcher de penser quand même. Elles ont un QI supérieur, donc elles sont quand même mieux. Donc si elles se lèvent, elles sont un peu prétentieuses quand même, hein, de montrer qu'elles ont quelque chose en plus. C'est dérangeant. Maintenant, si je n'avais pas expliqué ça, est-ce que les personnes surdouées se lèveraient? C'est terrible parce que je viens d'expliquer des trucs, en fait, ça ne sert à rien. Mais justement, parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'il y a ce mot-là, il faut en trouver un autre, ou alors, j'espère, donc pour l'instant, ça ne marche pas, donc je n'ai pas changé votre regard, donc on verra si il va changer un petit peu, mais je ne suis pas convaincue. Alors, ça j'ai fait, ça j'ai fait. Je suis obligée. Pourquoi j'ai accepté de faire cette intervention et pourquoi j'ai regretté? Et j'ai encore plus regretté quand j'ai su tout à l'heure que c'était filmé. Alors ça a été terrible. J'ai, accepté parce que je trouve que c'est important de changer le regard sur ces personnes que je vois, qui ont plein de qualités, de les voir pendant 1 heure et de voir le bien-être de ces personnes juste parce qu'elles se sentent comprises. Alors la première fois, un petit peu, deuxième fois, puis troisième fois, enfin, c'est vraiment agréable. Et de voir que par la suite, elles peuvent s'autoriser à faire plein de choses. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai accepté, puis parce que c'est un sujet passionnant. Et puis j'ai regretté, parce que ma peur de mal faire, peur de bafouiller, de stresser, tout ça, de parler trop vite, de ne pas répondre aux attentes, et puis aussi de raconter n'importe quoi, et de paraître complètement incompétente. Et du coup, le pire du pire, eh ben, c'est que j'aurais plus de boulot. Enfin bon, voilà. Donc, et puis il y a autre chose, c'est que ça prend beaucoup de temps. Et je ne suis pas surdouée, et je suis lente. Et donc, il a fallu que j'organise mes idées, tout ça, hein, donc c'était hyper long. Bref. On vous entend pas dans le fond. Ça va comme ça? Je peux parler plus fort, hein, aussi. Et donc, voilà, c'était plein de questionnements, de stress. Bon.
Mais ce n'est pas le plus important. En fait, si je parle de ça, si j'ai regretté aussi, c'est parce que je savais qu'il y avait des personnes surdouées et qu'ils ont quand même une caractéristique, c'est qu'ils s'agacent vite si le bon mot n'est pas utilisé, si la négation n'est pas mise, si les explications données manquent de détails importants, si une ligne n'est pas droite. Qui l'a vu? C'est énervant, hein? Ça peut agacer, ça peut agacer. Donc, ils s'agacent parce que le bon mot, mais ça, ça arrive tout le temps. C'est pas le mot. Mais non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas exactement ça. Oh, qu'est-ce qu'elles sont pénibles. Et puis c'est ça, du coup, elles sont prétentieuses. Mais on pourrait dire quand même, mais soyez plus tolérants, bon sang. Mais est-ce réellement le cas? Est-ce que c'est de l'intolérance? En fait, non. Est-ce que ce n'est pas simplement leur fonctionnement? Et le problème, c'est que même les personnes surdouées ne le savent pas. Alors, la question, comment savoir que tout le monde ne fonctionne pas pareil? Justement, en venant me voir, en connaissant justement la particularité de ce fonctionnement. Je vais vous donner un exemple. Si une personne utilise un mot qui n'est pas le mot exact, certains vont se faire la réflexion, ce n'est pas le mot exact. D'autres vont être agacés, ou certains vont même penser, mais elle est complètement nulle. Elle devrait faire attention quand même. Elle connaît ce mot peut-être, la personne, mais simplement, elle ne voit peut-être pas la nuance que peut voir un surdoué par rapport au contexte dans lequel il est employé. La question, c'est surtout, justement, cette personne, est-ce qu'elle en a la possibilité? Vous êtes peut-être fait la réflexion hein, dans tout ce que j'ai dit. J'ai peut-être dit des trucs qui n'étaient pas très clairs. Justement, maintenant, vous allez être plus tolérant, plus bienveillant avec moi. Parce que justement, je ne connais pas toutes ces nuances. Les tests permettent de le mettre en évidence. Et ce qui est incroyable, c'est que les personnes surdouées ne s'en rendent pas compte. Donc du coup, elles passent pour des personnes prétentieuses. Mais est-ce de leur faute si elles ont une explication précise des choses? C'est comme si c'était une tare, en fait, d'avoir un vocabulaire très précis, etc. Donc juste le fait de connaître son fonctionnement permet de mieux agir, de mieux se comporter avec les autres, ou d'agir différemment pour ne pas paraître prétentieux, ou de comprendre pourquoi on nous dit qu'on est prétentieux, etc. Donc comprendre qui on est permet de mieux se comporter, et puis inversement permet aux personnes qui n'ont pas ces caractéristiques de comprendre les personnes surdouées et de voir pourquoi elles sont chiantes. Parce qu'elles sont chiantes. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, quand on nous dit tout le temps que c'est pas le... Alors je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je rapporte. Hein, je ne vis pas avec une personne surdouée, ni je ne connais pas de personnes surdouées dans mon entourage. D'ailleurs, je n'oserais même pas. Mais voilà. Donc, en fait, la plupart du temps, c'est évident pour les personnes surdouées, mais elles ne se rendent pas compte que ce n'est pas évident pour les autres. Et en fait, c'est ça le problème. Pour comprendre les autres et que les autres nous comprennent, eh bien, il faut comprendre comment on fonctionne. Et que tout le monde ne fonctionne pas pareil. Il y a des personnes qui fonctionnent pareil, d'autres qui fonctionnent différemment, et puis il y a des personnes qui fonctionnent vraiment différemment. Et du coup, quand on sait qui on est en face de soi, eh bien, on peut donc mieux agir et donc aussi mieux vivre les choses. Parce qu'être surdoué, quand on sait qu'on est surdoué, ça peut être super, hein. Mais quand on ne le sait pas, enfin ça peut être super, je ne sais pas, il faudrait poser la question, mais a priori, les enfants que je vois, pour la plupart, je ne les revois pas souvent, parce qu'a priori, ils ont intégré certaines choses et arrivent à gérer. Mais en même temps, peut-être que ce n'est pas le cas. Et puis, il y a aussi la personnalité qui joue, il y a le contexte dans lequel les personnes vivent, jouent aussi. Alors, j'ai mis ça parce que je devais dire quelque chose, mais je ne sais pas. Alors, on va parler maintenant des tests. Le test qui permet d'identifier la surdouance, mais surtout le fonctionnement intellectuel, c'est la WISE. Donc c'est Wechsler Adult Intelligence Scale, hein, échelle d'intelligence pour adultes de Wechsler. Avant de réellement l'aborder, il est important de faire la différence entre intelligent et surdoué. Première question, c'est quoi l'intelligence? La plupart du temps, on fait le lien avec la culture générale.
Mais la définition la plus communément admise, c'est la capacité à résoudre des problèmes dans différents domaines. Alors, si on part de cette définition, être intelligent, c'est donc pouvoir résoudre différents types de problèmes. Alors après, on peut être plus ou moins intelligent, c'est-à-dire réussir un peu plus que d'autres, certaines situations, ou alors réussir mieux certaines situations par rapport à d'autres situations. D'accord ? Donc après, il y a plein de différences qui peuvent être observées. Maintenant, surdoué. Alors, le QI est forcément supérieur à une personne considérée intelligente. Donc on pourrait donc penser que les personnes sont plus intelligentes que les plus intelligentes. Est-ce réellement le cas ? En fait, être surdoué, c'est avant tout avoir des particularités cognitives, comme on va le voir. Donc le QI est supérieur, mais on va voir que le QI, en fait, n'évalue pas une intelligence supérieure, mais plutôt ce qui est quantifié, c'est la qualité de l'analyse. C'est vraiment un décalage dans la manière d'aborder les choses. Et c'est pour cela que les notes sont plus hautes. Juste une information sur le pourquoi les personnes viennent passer les tests. Parce que généralement, c'est le sentiment de différence, le fait de ressentir les émotions des autres, plus, une hypersensibilité qui les amène à venir consulter. Alors pourquoi passer des tests cognitifs si le principal problème, c'est une hypersensibilité? Tout simplement parce qu'il y a une corrélation entre les deux. Alors, pourquoi? Je ne sais pas aller voir des recherches là-dessus, mais il y a un lien. Les personnes qui ont des particularités cognitives ont aussi ces particularités émotionnelles, une tendance à prendre les choses avec beaucoup d'intensité. Une question qui revient souvent. Existe-t-il plusieurs intelligences? Une grande question. Il n'y a pas que le QI qui est important, il y a plusieurs intelligences, bien sûr. Mais en même temps, si vous allez dans une entreprise ou à l'école, etc., ce qu'on vous fait passer, ce sont ces types de tests. On ne vous fait pas passer des tests issus, je ne sais pas, de théories particulières comme les intelligences multiples de Gardner. Alors, je n'ai pas revu, donc c'est une personne qui a développé une théorie selon laquelle il y aurait 7, je crois, types d'intelligence. C'est une théorie très, très intéressante. Simplement, ce ne sont pas ces intelligences qui font réussir à résoudre des problèmes. De même pour l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose de très, très important. C'est important de comprendre comment ressent, l'autre, ce que ressent l'autre pour pouvoir s'adapter à lui. C'est absolument important. Par contre, ça n'aide pas à résoudre des problèmes pour autant non plus. Oui, à résoudre des problèmes dans le management, etc., mais pas en tout cas pour des problèmes pratiques. Pourquoi vient-on passer des tests? Pour montrer cette grande intelligence? Non. Simplement pour comprendre pourquoi ils se sentent différents, pourquoi il y a ce mal-être. Ils viennent confirmer une hypothèse, la plupart des personnes, qu'ils ont eue par hasard. Soit ils ont entendu à la radio une émission, soit ils ont vu un livre, et puis ils ont vu qu'il y avait enfin une piste. Après en avoir exploré un certain nombre, eh bien, ils en ont une, donc ils ne vont pas la laisser passer. Mais en même temps, est-ce que c'est facile de venir explorer cette hypothèse? Vous imaginez venir voir si je suis surdouée. Moi qui ai eu des notes moyennes toute ma scolarité, moi qui ai redoublé 2 fois, moi qui ai un boulot qui n'est pas terrible, qui n'est pas très valorisé. Donc c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a toujours ce lien entre surdoué et réussite. Et puis ces personnes manquent tellement de confiance en elles que, bien évidemment, comment pourraient-elles réussir à passer des épreuves et à mettre en évidence qu'elles ont des compétences supérieures à la moyenne? S'il n'y avait pas le terme de surdoué sur les livres, les personnes viendraient certainement plus facilement. Pourquoi c'est important de savoir qu'on est surdoué? Parce que c'est apaisant. Parce qu'on se dit qu'on n'est pas dingue ou taré. Alors je prends les termes, parce que les personnes qui viennent me voir me disent je croyais que j'étais dingue ou taré.
parce qu'ils voient qu'ils appartiennent à un groupe, qu'il y a d'autres personnes qui ont des idées bizarres comme eux, que c'est tout simplement un soulagement. Voilà, d'avoir cherché et d'avoir trouvé une explication. Alors, c'est pas pour autant que ça résout tous les problèmes, hein, mais par contre, ça permet déjà de relire son parcours d'une autre façon et d'enlever parfois une petite boule qui était là depuis très longtemps. Vous voyez l'intérêt de les reconnaître? Alors, maintenant, je vais vous parler de ce genre de test. Donc peut-être que certains voudront le passer un jour. Donc le test Weiss. Donc c'est, avant de parler de ce test, je voudrais vous parler quand même des tests en général. Alors, c'est très important, les tests, parce que ça permet de mesurer. Quand on dit qu'une personne a des capacités attentionnelles importantes, eh bien, bah oui, mais c'est un peu, beaucoup, vraiment des capacités importantes. Pour, je ne sais pas, la mémoire c'est pareil, le niveau de lecture. Quand on rééduque un enfant qui a des difficultés de lecture, bah, est-ce qu'il lit un peu moins vite que la moyenne? Beaucoup moins vite? Est-ce que c'est pathologique ou pas? C'est quand même important parce que ça permet de mettre en place des choses. Ces tests, on les utilise dans tout. Pour les aptitudes, pour les aspects physiques, pour mesurer la taille. Il y a toujours des personnes qui, à un âge, normalement, on a une taille moyenne, et puis il y a des personnes qui sont toujours un petit peu décalées par rapport à ça. Et puis aussi les traits de personnalité. La plupart des personnes se ressemblent. La plupart des personnes sont ni introverties ni extraverties. Et puis il y a des personnes qui sont un peu plus introverties et d'autres un petit peu plus extraverties. Et puis certaines sont très introverties et d'autres trop extraverties, etc. Ou très extraverties, pardon. J'ai du mal à parler, à réfléchir en même temps. Alors, vous l'avez bien compris, la psychologie étudie la personne normale au départ. Pourquoi? Enfin, parce que c'est intéressant d'étudier les personnes normales, mais aussi parce que les études qui se centrent sur le fonctionnement normal permettent de mettre en évidence le fonctionnement anormal. Et donc, on observe toujours qu'il y a des personnes qui se ressemblent. Beaucoup de personnes se ressemblent et qu'il y a des personnes qui sont d'un côté, qu'on appelle les déficients, et de l'autre côté, les personnes qui sont surdouées ou au potentiel préféré. Il y a une notion centrale en psychologie, comme dans toute science, c'est la notion de norme. Alors, ici, c'est la loi normale. Donc, cette loi normale donc, est issue du test du QI. Donc, dans tous les tests, on a cette courbe qui montre que... Évidemment, si je monte comme ça ne va pas... Alors, ici, donc, vous avez la mesure. Et on observe que la plupart des personnes se situent dans la moyenne. Entre 90 et 110, eh bien, on observe qu'il y a à peu près 68% des personnes, d'accord, qui se situent entre, voilà, dans cet écart-là. Et puis, plus on va vers les extrêmes, et moins il y a de personnes, d'accord. Donc, une personne moyenne, qui est dans la normale, qui est dans la norme, à 100. D'accord. Donc une personne normale, c'est une personne qui est dans la moyenne, qui ressemble au plus grand nombre. Et une personne qui est anormale, qui n'est pas dans la norme, est une personne qui s'écarte justement de cette moyenne. D'accord. Alors quand on a compris ça, bah, cette question de surdoué ou de déficient a plus de sens. Donc il y a une norme et puis on est, et pour toutes les caractéristiques, c'est la même chose, que ce soit la taille, que ce soit, je ne sais pas quoi, toutes les caractéristiques de personnalité, il y a toujours, le poids, il y a des très très gros, mais ils sont peu nombreux, il y a des gros qui sont un peu moins gros que les très gros, mais voilà, qui sont un peu plus nombreux, etc. C'est ce que l'on observe. Alors, la question, c'est est-ce que ce n'est pas difficile de ne pas être dans la norme? Eh bien, il faudrait demander aux personnes qui sont justement hors norme. Quelle que soit la différence, on parlait justement là de la surdouance, mais pour ce qui est d'une autre différence. Comme tout est fait pour la norme, quand on est hors norme, forcément, on rencontre des difficultés. On ressent forcément un décalage par rapport à quelque chose. Donc, surdoué ou différent, enfin voilà, c'est une différence parmi d'autres.
Alors, le test Weiss, maintenant. On ne parle jamais de test cognitif ou du nom de ce test, mais de test de QI. Comme si, alors que c'est un test qui est vraiment riche, comme on va le voir. C'est un test, pour la plupart des gens, qui dit que si oui ou non, on est un peu intelligent, moyen, beaucoup. Mais est-ce que c'est le cas? En fait, c'est un test qui donne plus que cela. C'est un test qui donne des informations sur différentes compétences, qui montre des dysfonctionnements, par exemple, dans la manière de comprendre ou au niveau de la mémoire. Et donc, c'est quand même plus intéressant qu'un chiffre de QI, puisque ça peut amener ensuite à mettre en place des choses pour améliorer lorsqu'il y a des dysfonctionnements, mais aussi quand il y a quand une personne perd confiance, eh bien, en montrant justement les qualités ou les capacités, eh bien, ça permet de reprendre confiance. Alors, pour la petite histoire, le premier test d'intelligence a été construit pour diagnostiquer, dépister les arriérés mentaux. Donc, le test Weiss n'est pas fait pour les surdoués. Hein. C'est un test qui est utilisé pour évaluer les compétences en général. Alors, pour dépister les surdoués, on passe donc la Weiss, qui permet de donner un QI, et donc il est défini ainsi. On définit un surdoué par un chiffre autour de 130. Or, qu'est-ce que ce chiffre? En tout cas, s'il est élevé, on considère qu'il est super intelligent, capable de tout faire. Pour preuve, si on dit qu'un enfant est précoce à son instit, il ne devrait pas faire d'erreur. Ou alors, il n'est pas précoce. Si un adulte est surdoué, il devrait avoir un métier très valorisé. Ça paraît évident. Et ce n'est pas le cas. Alors, ce n'est pas le but de la conférence, mais j'aurais pu vous expliquer pourquoi. Hein. Mais ça, on peut le trouver dans les bouquins aussi. Ce qui est important d'indiquer, c'est que même quand on explique que le QI, que ce test est un test qui évalue plein de choses, eh bien, on reste sur le QI, on ne peut pas s'en détacher. C'est la raison pour laquelle je ne donne jamais de chiffres aux enfants ni aux enseignants. Aux adultes, si, parce qu'ils arrivent à comprendre, mais n'empêche. Je ne sais pas si ça ne reste pas quand même bien ancré. Alors, quelle différence peut-on faire entre très intelligent et surdoué par rapport au test? Alors, par rapport au test, hein. Donc, quand on passe la barre des 110 par rapport à un test, ça veut dire que la personne a répondu à plus de questions que d'autres, a réussi plus de situations. D'accord? Pour une personne surdouée, on parle de surdouance lorsque les compétences évaluées dépassent un certain seuil en termes, par rapport à ce qui est attendu à l'âge, en termes de raisonnement, mémoire, vocabulaire, etc. Mais ce qui est important de noter, c'est que souvent la note est proche du maximum, de la note maximale. Et c'est ce qui va faire la différence. Ce qui est quantifié, en fait, ça va être réellement la manière d'aborder les choses. Donc, QI plus devrait dire qu'on va plus vite ou qu'on est mieux ou qu'on est... Voilà, mais ce n'est pas ça, c'est vraiment une manière d'aborder différente. C'est ce qu'on va voir. C'est ce que j'ai noté. Ce qui est quantifié dans ce test, c'est pour une grande partie la qualité de l'analyse, des situations, des explications, mais aussi indirectement les capacités attentionnelles, capacités de mémoire, flexibilité cognitive. En fait, une personne surdouée va réussir l'épreuve parce qu'en plus d'avoir un bon raisonnement logique, comme beaucoup d'autres personnes, eh bien, a des capacités de mémoire aussi, et donc va pouvoir retenir plus de choses et les mettre en lien, par exemple, entre autres. Et c'est ce qui va faire la différence. Alors, cela veut dire donc qu'une personne considérée très intelligente, très brillante même, ne pourra pas répondre à certaines questions, réussir certaines situations. Alors que des personnes surdouées le pourront, car ils ont une autre manière d'aborder les situations. On parle donc bien de différence et pas de plus d'intelligence. Est-ce que vous comprenez? Donc, je vais vous donner des exemples. J'ai pris quelques exemples pour justement voir la différence. Donc, les personnes très intelligentes ont par exemple des notes de 12, 13, ce sont des notes excellentes. Et les personnes surdouées ont des notes très très élevées dans certains domaines.
pas parce qu'elles sont plus intelligentes, mais parce que justement, elles vont aborder les choses d'une manière différente, ou elles ont des capacités qui sont là, et voilà, bah, tant mieux. Tant mieux. Ces compétences facilitent certaines choses. On apprend plus vite, c'est génial. En primaire, pas besoin d'apprendre, c'est génial. Vraiment, ça facilite beaucoup de choses, mais cela entraîne aussi des complications. Au niveau cognitif, à l'école, dans le travail, parce qu'on va trop vite parfois, émotionnel, relationnel aussi. Donc, c'est ce que l'on a vu. Donc, effectivement, toutes ces compétences permettent de réussir plein de choses et puis sont très utiles, mais ça a aussi des implications ou des inconvénients. Elles pourraient ne pas être là, enfin, ils ne pourraient ne pas être là si on avait cette information au départ, certainement. Alors, ce test, donc, il permet de représenter le fonctionnement intellectuel dans des domaines cognitifs spécifiques. Il est composé de 4 échelles. D'accord ? Donc, on a un QI, en fait, on a un test de QI, mais il y a 4 échelles. Et donc, elles sont utilisées pour le calcul du QI total, et toutes ces informations sont regroupées dans ce terme. On évalue la compréhension verbale, on évalue le raisonnement non verbal, c'est-à-dire les capacités de raisonnement logique, les capacités spatiales. On évalue aussi la mémoire de travail. C'est une mémoire qui permet de maintenir des éléments en mémoire, de les traiter et puis de faire plusieurs choses à la fois. Voilà, donc mémoire qui diminue avec l'âge. Et puis on évalue aussi la vitesse de traitement de l'information, donc la vitesse avec laquelle on peut traiter des informations visuelles. 2 personnes avec... Alors, vous avez bien compris, donc on calcule un QI, mais ce QI est évalué à partir de 4 grands domaines. Donc, l'implication, c'est que 2 personnes ayant un même QI peuvent être tellement différentes dans leurs caractéristiques intellectuelles. Parce que, justement, elles peuvent avoir une très bonne note dans un domaine et moins dans un autre, etc. Donc, ce qui est intéressant, ce n'est pas le QI, mais c'est effectivement ces différents domaines. Et puis, le QI ne révèle pas toujours les compétences réelles, parce qu'il y a plein de facteurs qui viennent parasiter, le stress, etc. Donc c'est très important, lorsqu'on passe un test de QI, d'avoir des commentaires qui vont avec. Et puis de les intégrer. Mais beaucoup de personnes qui passent ces tests-là ont du mal savent bien qu'ils auraient pu faire mieux, mais en même temps, ça fait aussi partie de la personnalité. Et donc il vient parasiter la réussite à certaines épreuves. Alors je vous ai parlé donc de ce test. ICV, IRP, IMT, IVT, donc ce sont les 4 domaines. Vous avez les différentes épreuves qui composent les indices. Ce qui est important, donc, c'est de calculer des indices pour chaque domaine. Mais ces indices n'ont pas de sens s'il y a des écarts trop importants. Je fais ça comme si... s'il y a des écarts trop importants entre les différentes épreuves. Donc, ce qui est important, c'est effectivement de regarder un petit peu si c'est homogène ou pas. Alors, on peut aussi avoir des compétences plus développées que d'autres dans certains domaines. Mais ce qu'il faut savoir dans ces tests, c'est que les questions, les situations sont faites de sorte que très peu de personnes peuvent répondre ou trouver les situations qui sont présentées. Il y a toujours un degré élevé. Ce sont des tests qui sont qui sont très discriminants, mais beaucoup de surdoués, justement, atteignent les notes maximales, atteignent l'effet plafond. Alors, je vais prendre quelques exemples pour vous expliquer ce que ça veut dire. J'en ai choisi 3 qui sont, de mon point de vue, assez caractéristiques de la surdouance. Première épreuve, c'est une épreuve qui évalue les capacités d'abstraction. C'est ce qui fait vraiment la différence entre une personne surdouée et une personne qui ne l'est pas. Le vocabulaire, et puis une autre épreuve, une épreuve de raisonnement logique. Alors, similitude. Donc, c'est une épreuve qui fait appel au raisonnement abstrait. On demande de trouver en quoi 2 mots se ressemblent. Alors, j'ai pris des exemples de la version précédente du test, parce qu'on n'a pas le droit de diffuser les questions, bien évidemment. Sinon on aurait tout bon. Et la difficulté est de plus en plus grande au fur et à mesure de l'épreuve. Beaucoup de mots sont contraires, d'où la difficulté. Ce que l'on observe, c'est qu'il y a plusieurs manières de répondre à ces questions.
et celle des surdoués se situe toujours au niveau le plus général. Alors, par exemple, en quoi manger et dormir se ressemblent? Je vous laisse réfléchir. Hein. Ou encore, en quoi une récompense et une punition se ressemblent? Vous auriez mon livre, je ne me rappelle plus. Alors, donc, en quoi manger et dormir se ressemblent? Donc, on peut dire, par exemple, ce sont des besoins, des activités du corps, ce sont des besoins, des nécessités, c'est essentiel, c'est deux choses indispensables, des activités principales, des activités du corps humain, prendre soin de soi, etc. Donc, on donne des points en fonction de la qualité. D'accord? Donc là, c'est un point. Si vous avez pensé que ce sont des besoins vitaux, que ce sont des activités indispensables à l'être humain, que ce sont des fonctions vitales, ce qui permet de vivre, etc., vous avez 2 points. Donc, vous voyez le degré, la différence au niveau de la qualité de l'analyse. Alors, donc, pour celui-là, ça va, c'est facile. Pour le second, c'est un peu plus compliqué. Donc, même chose, eh bien, on s'aperçoit que les personnes surdouées eh bien, ont tendance à trouver la réponse la plus générale d'emblée. Et pour eux, c'est évident. Et ils répondent à tout, toutes les questions, et parfois ils se demandent si quel intérêt, parce qu'ils trouvent ça tellement facile que, pour certains, ils se demandent si ce n'est pas une blague. Donc, du coup, d'où l'idée d'être prétentieux, etc. Donc, en quoi une récompense et une punition se ressemblent? Alors, si vous avez pensé... Ça sert à l'éducation, vous avez 1 point. Si vous dites c'est une appréciation d'un travail, c'est 1 point. C'est les conséquences d'un acte, c'est 1 point, etc. Si par contre vous avez pensé à méthode de motivation, sanction, sentence, renforcement, c'est 2 points. Donc les personnes surdouées, et c'est vraiment très très étonnant, et elles-mêmes sont étonnées, c'est qu'elles donnent immédiatement, sans réflexion, ces mots. Alors, ouais. Et ça, pour toutes les questions. Et ils pensent que c'est le cas pour tout le monde. Donc le but des tests, c'est par exemple de leur montrer comment fonctionne une personne normale, pour montrer justement que son fonctionnement est anormal. Aussi, entre guillemets. Quand on sait ça, eh bien, on arrive à comprendre pourquoi on ne les comprend pas et pourquoi ils ne sont pas compris, entre autres. Alors, ce qui est troublant aussi pour les surdoués, c'est que je leur montre le livre. Et les mots employés sont souvent exactement les mots qui sont dans le livre. Et ça les étonne beaucoup. Parce qu'on peut voir qu'il y a l'idée à peu près, mais on ne donne des points que si le mot est écrit. Donc c'est ça en fait, le boulot d'un psy, de faire des tests. Voilà. Et puis une dernière question, en quoi le vent et l'eau se ressemblent? Alors, si vous dites ce sont des éléments naturels, c'est 1 point. Des éléments de la mécanique des fluides, des ressources naturelles, 2 éléments naturels qui peuvent être dévastateurs, c'est 1 point. Si par contre vous avez pensé à force, énergie électrique, peuvent produire de l'énergie ou force de la nature, c'est 2 points. Vous voyez, il y a vraiment des degrés dans l'abstraction. Alors, est-ce que cela n'explique pas en partie de nombreuses situations d'incompréhension? Le fait de ne pas être sur le même mode. Le fonctionnement normal, c'est je raisonne, puis je trouve la solution. Ou pas, peu importe. Comprendre que certains ne passent pas par là pour trouver une solution permet de mieux les comprendre. Et donc, de comprendre les incompréhensions et peut-être éviter les jugements. C'est clair ou c'est pas clair? Parce que je me suis posé la question plusieurs fois. Ouais, bon. Alors, ça peut expliquer aussi l'impression, et ça, justement, quand on ne le sait pas, l'impression que pour les surdoués que les autres ne vont jamais assez loin ou qu'ils sont lents. Alors, c'est très culpabilisant, hein?
C'est très culpabilisant de penser cela pour eux. Mais aussi les questions existentielles, hein, c'est très fréquent, le fait d'être dans l'abstraction et donc d'avoir des questions, des questions auxquelles les autres ne pensent pas. Ça peut expliquer aussi les mauvaises notes à l'école, le fait d'être trop synthétique. Ceux qui se rappellent de leur copie, c'est explique. Oui, mais pourquoi tu dis ça, etc., etc. Et puis, le fait d'avoir des idées bizarres. Des idées bizarres, c'est juste des idées différentes des autres. Hein. C'est pas des idées bizarres, mais c'est bizarre parce qu'on n'y pense pas, tout simplement. La question, c'est, n'est-ce pas normal de penser que ces personnes sont prétentieuses, celles qui savent tout, qui les ramènent tout le temps? Bah ouais. Bah ouais. Tu sais pas ça, toi? Bah non. Tu sais pas ça, toi? Bah non. Oui, mais comme elles pensent que tout le monde fonctionne pareil, comment elles pourraient le savoir? Ces compétences pourraient être une grande force, mais à force de rejet, comme on l'a vu, eh bien, ils finissent par se dévaloriser et toutes ces compétences, etc., ne sont plus utilisées. Ils finissent par demander s'ils ne sont pas faux, etc. D'accord ? Donc, le vrai problème, c'est le manque de compréhension de son fonctionnement. Pour le vocabulaire, c'est la même chose. Alors, même principe, on donne des mots de plus en plus compliqués. Le but, c'est de donner l'explication la plus précise possible. Un bon lecteur devrait avoir une très bonne note. Autant qu'un surdoué, vous pensez? Si quelqu'un lit beaucoup, donc vous savez, pour apprendre un mot, on va lire un livre, on va le comprendre dans un contexte, puis on va le voir dans un autre contexte, etc. Et donc c'est comme ça que se construit la connaissance d'un mot, donc à partir de différents contextes. Donc normalement, il devrait réussir. Eh bien, on s'aperçoit que, je vais aller trop vite, que ce n'est pas le cas. En fait, les personnes qui font cette épreuve-là n'arrêtent pas de dire « oh là là, je ne suis pas claire, c'est pas assez précis, etc. » Sauf qu'en général, la note est maximale. Donc en fait, une personne, c'est pour ça qu'on dit qu'ils pinaillent sur les mots. On peut donc le comprendre, mais simplement, il faut aussi qu'elles comprennent que leur niveau de vocabulaire est vraiment très développé et vraiment très précis. Et donc, comprendre que le fonctionnement normal, eh ben, ce n'est pas celui-là. Voilà. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est lorsque je montre le livret de cotation et que les personnes voient que c'est exactement le même mot qui est noté. Parce que c'est pareil, l'idée générale n'est pas vraiment prise en compte. C'est vraiment exactement les termes qui sont dans le livre. Et puis la dernière épreuve, donc c'est une épreuve de raisonnement logique. Ce qui fait la différence avec des personnes très intelligentes, c'est le fait qu'elles aient cette capacité à maintenir plusieurs éléments ensemble, le fait d'aborder les choses différemment. Quand ils ne voient pas la logique, ils sont capables de flexibilité cognitive, c'est-à-dire d'aborder les choses d'une autre manière et donc de réussir l'épreuve. Alors, quelles sont les conséquences des capacités hors normes? Donc on a dit en fait c'est vachement bien, c'est génial, plein de choses, mais en même temps, eh bien, ça entraîne de l'ennui. On dit bah c'est bon, c'est pas grave. Sauf que moi je m'ennuie jamais, donc ça, voilà. Il y a des personnes qui s'ennuient. C'est terrible l'ennui, a priori, je m'ennuie jamais. Ça amène un décrochage. Est-ce que ça ne peut pas expliquer par exemple aussi l'échec scolaire? Les difficultés à être compris, le sentiment de bizarrerie qui amène à des questionnements profonds sur soi, de basse estime de soi, dépression et plein d'autres difficultés. Donc ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a dans cette notion de surdouement la notion de différence déjà. Donc effectivement, il y a la question de réussir plein de choses, mais en même temps, il y a les autres aspects aussi à considérer qui ne sont jamais considérés. Alors, pourquoi il est important de le savoir? Parce que c'est apaisant. Le fait de savoir que ce sentiment de différence est lié à quelque chose, le fait qu'on n'est pas dingue, que
n'est pas seul. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles, enfin c'est bizarre, je vois plus de jeunes filles que de jeunes garçons, qui pensent qu'elles sont déjà un peu barrées, mais elles ne le disent pas. On arrive à le savoir. Se déculpabiliser aussi, le fait de penser que les autres sont lents, c'est terrible, c'est vraiment l'horreur pour certains. Hein. Et donc, ils considèrent que ce sont des personnes mauvaises. On ne peut pas penser ça, mais en même temps, c'est normal de penser ça. De penser qu'une personne est lente. Si je suis rapide, bah, l'autre est lent. Mais c'est pas parce qu'il est lent, c'est parce que je suis plus rapide. Et ça, il faut le comprendre. Et puis, éviter les erreurs de diagnostic, parce que c'est très fréquent aussi. On n'a pas tous les mêmes spécialisations en psychologie. Et puis, ce domaine de la surdouance est très peu connu des psychiatres. De même, lors de ma formation en psychologie, je n'ai jamais entendu parler de surdouance. Alors, j'ai passé ces tests-là hein, en deuxième année. Hein, on a essayé, tout ça, c'était rigolo. Sauf que je n'ai jamais entendu parler de surdouance. Donc, éviter les erreurs de diagnostic, bipolaire par exemple, pour surdoué, hyperactif ou surdoué, mais attention, on peut être aussi les deux. Alors, être surdoué, une chance? Je ne sais pas, je ne peux pas y répondre. Mais c'est une question intéressante à se poser. Est-ce que vous avez changé votre regard? Si je demandais aux personnes surdouées de se lever, les non-surdouées, qu'est-ce qu'elles penseraient? Et si on faisait le contraire, est-ce que des surdoués se lèveraient? Il n'y a pas de non-surdoués dans la salle. D'accord. Ouais, vous croyez c'est ça? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des personnes surdouées qui pourraient se lever? C'est terrible ce que je demande là de faire. Et en même temps, bon, ouais, ça c'est... Alors il y a plein de personnes que je connais qui le sont, mais qui ne se lèvent pas parce que, ben, encore une fois, c'est comme si c'est une différence. C'est vraiment quelque chose qui doit être compris. C'est une chance et ça devient une malchance. Donc pour éviter toutes ces problématiques qui vont avec la surdouance, eh bien, c'est déjà de penser aux enfants, de les aider à se construire avec les bonnes quoi? Je suis fatiguée. Hein. Ouais, les bons repères, une bonne connaissance de soi. Faut pas se leurrer en même temps, ça dérange. Hein, de voir que certains vont plus vite, comprennent plus vite, trouvent des solutions à des problèmes facilement. Ça dérange et ça dérangera tout le temps. Mais en même temps, c'est comme ça, c'est une réalité. Moi, j'ai accepté hein, d'être lente pour certaines choses. J'arrive d'autres choses, mais voilà. Mais c'est à quel prix? Qu'est-ce que vous en pensez? N'est-ce pas difficile ce que vivent ces personnes? Est-ce qu'on ne peut pas les éviter? Justement, en informant sur la question. C'est bien d'être venu. J'espère qu'il y avait des non-surdoués qui vont comprendre. Voilà. Alors, maintenant, c'est les références à lire si vous pensez posséder ces caractéristiques. Catherine les donnera. Avant de faire cette démarche, c'est absolument... Oui, non exhaustive, bien sûr. Je ne donne pas. Moi, j'en ai pris que 2. Hein. Avant de faire cette démarche, il faut déjà avoir de bonnes raisons d'y penser. C'est très compliqué de penser avoir ces caractéristiques et que ce ne soit pas ça. Et les personnes qui viennent, jamais, je dis, je pense que, parce que je me suis déjà trompée. C'est pour ça que c'est très compliqué. Il faut avoir vraiment de bonnes raisons. Bien évidemment, quand on lit les livres, on se voit plus dans le moins que dans le plus. Mais en même temps, quand on écoute ces personnes, on voit bien, tout est minimisé de toute façon. Tout ce qu'ils ont fait, c'est minimisé. Et pourtant, il y a plein de choses positives. Il y a des parcours atypiques, etc. Donc, il faut prendre vraiment du recul. Et puis, il y a quelque chose qui revient tout le temps, c'est tout le monde peut se reconnaître. Tout le monde le dit.
Bah non. C'est pas vrai. Je devrais pas le dire parce que je sais pas. Non, non, oh non, parce que ce qui est étonnant dans les personnes qui viennent me voir, c'est des parcours. Non, 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 pas typique. Bon, bref. Donc, il faut vraiment bien réfléchir à ça avant de faire cette démarche. Et puis, il faut penser aux enfants. Si vous pensez que ces enfants ont ces caractéristiques, il faut le savoir, et très vite, pour éviter justement cette notion de faire comme les autres, ou faire comme les autres sans savoir que je le fais parce que il faut que je le fasse. Vous savez, vous voyez ce que je fais. Les personnes qui l'ont vécu savent de quoi je parle. Alors pour conclure, donc vous avez bien compris, être surdoué, c'est avant tout être différent, même si on peut se dire, waouh, quand même, hein. Il y a des trucs quand même qui sont assez impressionnantes. Mais vous avez vu, en même temps, c'est compliqué. Et puis, alors on a vu les trucs super, hein, donc comprendre vite, etc. Mais à côté de ça, ce sont des personnes qui voient leurs failles. Rien n'est jamais bien. Le cerveau tourne toujours. On n'est jamais sur l'instant. On est toujours à penser, etc., etc. Donc il y a du plus, il y a du moins. Maintenant, est-ce qu'on peut mieux le vivre ?